D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu une grande affection pour les jeux imparfaits. Si les carences narratives dans Kotor 2, la bancalité côté gameplay dans Torment ou l'état technique dans Stalker sont de l'ordre indéniable des défauts, je trouve dans ces jeux inaboutis un charme incroyable et qui produisent en moi, un attachement. Percevoir les ébauches d'un développeur, les idées fortes émergeant de leurs propositions et les raisons réelles de leur bancalité crée en moi une curiosité à l'origine de ma fascination pour ce genre merveilleux qu'est le RPG, à la manière d'une session de jeu de rôle terriblement humaine. Et pour le coup, s'il y a bien un jeu issu d'une grande licence qui mérite ce statut de jeu malade, c'est bien le second opus de la saga Dragon Age. Trop court, trop couloir, trop répétitif, trop orienté action, trop bâclé, les reproches faits à Dragon Age 2 sont nombreux et assassins, faisant de cet opus un des plus décriés de la franchise malgré de vraies qualités narratives et choix forts que le jeu propose. Dans le cadre de cette seconde partie de ma rétrospective consacrée à toute la saga Dragon Age et pour célébrer les 15 ans de la licence, je vous propose de revenir sur cet opus mal aimé et qui, à l'époque comme aujourd'hui, fait couler autant d'encre. Et tant qu'à faire, on va traiter aussi des autres jeux annexes et DLC qui ont accompagné la sortie du jeu, histoire de faire ça, à mon habitude, de la manière la plus exhaustive pour comprendre ce qu'il s'est passé pour en arriver à cet étrange objet qu'est Dragon Age 2, aussi passionnant qu'imparfait. À vos roues de dialogue et vos meilleurs assets de donjon et bienvenue dans XP. Dans l'acte 3 du second opus de Dragon Age, le personnage principal reçoit chez lui la visite d'Isabella, une pirate traquée par son ancien employeur qui veut lui faire la peau. Ayant appris son arrivée, elle nous propose un plan, servir comme appât et lui faire passer un sale quart d'heure, ce qu'elle formule en ces termes dans la version originale. Step 1, we go to Velasco. Step 2, something exciting happens. Step 3, profit. Je pense que certains ont la ref parce que c'est directement issu de l'épisode 17 de la saison 2 de South Park. Un épisode qui raconte comment une méga multinationale véreuse souhaite racheter le petit café de la ville. Et alors que tout South Park s'insurge contre ça, après des péripéties à la con, comme on a habitué dans la série, les habitants finissent par être convaincus d'accueillir la multinationale par des gnomes voleurs de slip capitalistes gérant leur propre société de la manière suivante. Regardez, phase 1, collecter des slips. Phase 2, phase 3, profit. Ah oui, je vois. Est-ce que ça sous-entend que BioWare est un slip ? Peut-être. Le moment où on a laissé BioWare dans la précédente vidéo est sans doute sa période la plus prospère. La sortie consécutive de Mass Effect et de sa suite, ainsi que bien sûr le premier opus de leur nouvelle licence de Dark Fantasy Dragon Age, ont offert au studio une notoriété phénoménale. C'est simple, en 2010, BioWare est considéré comme un des, si ce n'est le studio préféré d'un très grand nombre de joueurs. Histoire prenante et épique, personnages rassemblant une base de fans innombrable et propositions de gameplay parfaitement adaptées, profitant d'un savoir-faire minutieux. On peut dire que tout va pour le mieux à Edmonton, où BioWare a ses immenses locaux peuplés de centaines d'employés. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Electronic Arts ne manque pas d'idées pour décliner Dragon Age, cette licence bien juteuse. Alors on va laisser BioWare faire leur truc de leur côté, et revenir un peu en arrière. Vous croyez qu'on allait parler que de Dragon Age 2 ici ? Naïf que vous êtes. Pour accompagner la sortie assez imminente de Dragon Age Origins, Electronic Arts mandate une de leurs nouvelles divisions, un certain EA2D, à la création d'un petit matériel promotionnel pour Origins complètement gratuit, Dragon Age Journeys. Le but, amener des joueurs à découvrir la tronche qu'a à peu près ce premier Dragon Age via un tactical RPG entièrement codé sur une petite merveille de créativité de l'époque, le Flash. Le studio collabore grandement avec BioWare, forcément qui leur livre littéralement tous les assets, éléments d'interface et musique du jeu, histoire de résumer la proposition dans un tout petit jeu jouable sur navigateur. Et mine de rien, EA investit pas mal, annonçant vouloir faire un blockbuster du jeu Flash, avec une année de développement, en impliquant les créateurs d'excellents jeux de ce domaine, Monster's Den, Myteria ou Armor Wars. L'équipe reprend toute l'essence du jeu, origines différentes, loot à foison, items présents dans Origins et quêtes avec embranchement. Donc Dragon Age Journeys sort le 22 octobre 2009, quelques jours avant Dragon Age Origins.
Dragon Age Journeys, c'est une petite découverte marrante et surtout assez étonnante. Genre, regardez l'interface, genre la création de personnages, c'est littéralement un Origins qui tourne sur un Internet Explorer. Il y a même des intros légèrement différentes en fonction de son origine. C'est presque trop mignon cette petite série de 5 quêtes dans les tréfonds où on va faire des combats tactiques en tour par tour. Tout ça prend la forme, niveau exploration d'un Diablo-like on va dire, avec sa vue de dessus et le loot à collecter, puis de tactical RPG à la Heroes of Might and Magic où on se déplace sur des hexagones pour lancer ses quelques capacités et sorts qui sont littéralement les mêmes qu'Origins. Elle est trop cool l'adaptation. C'est typiquement le genre de jeu sur lequel j'aurais pu passer des heures sur les ordis de mon CDI au collège. Le sentiment superficiel de jouer à un Dragon Age Origins avec des nombreux combats sympas et de tactiques de jeu un peu hasardeuses mais qui tiennent la route pour ce que c'est. On passe le jeu à faire des allers-retours à la cité naine d'Orzammar pour vendre des sottises et avec 3 compagnons recrutables, des choix de dialogue partout dans le jeu et une dizaine d'ennemis différents plus un boss pas facile à bousiller. Ça coche tout ce qu'on attendait d'un jeu flash. Un RPG light qui fait la blague avec une bonne rejouabilité. C'est pas sans défaut, hein, le combat est équilibré avec le cul et franchement daté. Ça a tendance à planter pour rien et ça se torche en quelques dizaines de minutes. Mais rien de bien surprenant par rapport aux autres jeux Flash sur navigateur. Vu que Flash est mort il y a 4 ans, on peut profiter que d'une version un peu buggée via Ruffle. Elle est dispo sur Newground si jamais. Et cette petite archive du passé est quand même très cool. Franchement, passez-y un quart d'heure au boulot, ça va vous rappeler les meilleurs souvenirs de procrastination pour pas faire les devoirs de maths. Vous vous en doutez, Journeys n'a pas marqué l'histoire de la licence, mais reste un petit matériel commerciable très appréciable et apprécié qui pousse Electronic Arts à mandater son petit EA Tudy sur un nouveau projet. Si le Flash vit encore de beaux jours, ce serait bien d'avoir un moyen de monétiser tout ça pour apporter un peu de pépettes. Et c'est alors qu'un truc vient changer la donne du jeu sur navigateur. Je sais que vous les avez oubliés, et c'est peut-être pas plus mal. Les jeux Facebook de merde. Avec leur intégration d'applications tierces, le réseau social de Mark Zuckerberg voit son marché exploser et permet aux millions d'utilisateurs d'avoir accès à des attrape-pognon à la Farmville ou autre Island Paradise. EA Tudy bosse ainsi sur Dragon Age Legends, un matériel promo pour le futur Dragon Age 2, destiné à être agrémenté de contenu toutes les semaines. Ah, et c'est prévu de sortir sur Google Plus aussi. Ah oui, bien vu. Bon, j'ai pu retrouver une note d'un développeur bien agacé, déjà niveau éthique de faire un jeu casino comme celui-ci avec des tarifs hyper chers même pour un jeu Facebook, et ayant galéré à en faire un jeu équilibré dans les contraintes qui lui étaient imposées. Le but est de faire un RPG social profitant de la particularité du réseau social avec une inspiration à la Final Fantasy pour les combats. Cependant, ce petit jeu a une deadline pas facile à négocier pour coller à la sortie de Dragon Age 2, donc c'est le 16 mars 2011 que Dragon Age Legends est publié sur Facebook. Alors pour foutre la main sur ce jeu Facebook qui a évidemment disparu de la surface de méta, c'est l'horreur, je tiens à le dire. Merci Internet Archive, longue vie à toi d'ailleurs, et merci au site des sapeurs-pompiers de Parentis-en-Bron, rien que pour l'exécutable de Adobe Air qui permet de faire tourner le truc. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous Mon Patreon est en description. Donc ça se fera en solo, pour ce RPG qui mêle combat en tour par tour avec des pouvoirs pour faire baisser les petits cœurs des ennemis, en plus d'une construction de forteresse et... Ah, dès 2011 c'était déjà un cauchemar, L'interface est un bordel sans nom, ça pullule de microsystèmes de rétention, genre le château à construire des tas de trucs à micro-gérer entre deux raids. C'est juste cliquer sur tout ce qui brille pour activer des récompenses dans le cerveau, et le jeu en lui-même est une pauvreté abyssale, derrière ces centaines d'icônes qui scintillent et de trucs à payer, à l'overdose, genre pour être au moins 4 sur un combat, faut payer, sinon ça devient impossible. Pour améliorer son château, faut payer, pour certains loots, faut payer, pour les raids, faut payer. C'est le modèle de Farmville dans une espèce de mauvais JRPG moche où il faudrait claquer 50 pièces d'or pour balancer son ulti, imaginez le truc. On comprend la moitié de ce qui se passe et au final on s'emmerde royalement. Un vrai petit scénario aurait pas fait de mal et franchement, je doute que la partie multijoueur, que forcément j'ai pas, rattrape le tout. Clairement, les jeux Facebook, on les regrette pas. Dragon Age Legends Remix. Un beat'em all en flash où on incarne un templier fait en partenariat avec un développeur indé. Genre qui est sorti en même temps. Genre c'est quoi, c'est un spin-off pour débloquer un perso dans le jeu Facebook. Oh la flemme un peu, Allez. C'était trop bien! Dragon Age Legends tient moins d'un an sur la plateforme avant de voir son mode multijoueur retiré, sans doute faute de joueurs, la sortie de Dragon Age 2 ayant fait son œuvre. Les développeurs ont ainsi mis à dispo une version standalone rééquilibrée pour le solo, histoire que le jeu ne tombe pas complètement dans les oubliettes. Et ça, même si le jeu est très moyen, c'est vraiment chouette. Préserver les jeux, c'est important. Mais du côté de BioWare, alors que le studio en est à la moitié du développement de l'extension Awakening, l'équipe se lance sur une seconde grosse extension pour le jeu, qui prend le nom de code Nugstorm, puis assez vite Dragon Age Exodus. En plus
plus, tout se passe pour le mieux. Origins est un carton, les DLC se vendent bien, Mass Effect 2 est un phénomène et BioWare se pourvoit d'une première division, installée au Texas, BioWare Austin, qui travaille d'arrache-pied depuis maintenant pas mal de temps sur la licence Star Wars récupérée par le studio. Le projet, la raison du rachat de BioWare par EA, faire une suite à un de leurs plus grands succès sous la forme d'un titanesque MMORPG narratif, un certain The Old Republic. Et les petites mains à Edmonton travaillent donc sur Mass Effect 3, forcément, et Exodus, qui avance bien, devient un projet de jeu standalone, jouable sans avoir besoin d'Origins, vu que le projet gagne en ambition. Bien sûr, Dragon Age 2 est prévu, et l'équipe demande à l'éditeur un temps de développement similaire à celui de Origins pour en faire une suite digne de ce nom. Le problème ? EA, simplement vu que le MMORPG The Old Republic prend un peu de retard, ça met un peu en colère l'éditeur, encore une fois qui a claqué 155 millions pour lancer ce projet. Et en plus, pour 2011, il n'y a aucun jeu du studio d'Edmonton qui est prévu. En bref, il y a un petit trou à combler dans le calendrier. And expansion packs weren't really liked at EA. They were seen as sort of a vestige of a past form of business. And there was this demand for a revenue plug on BioWare, a demand that came with a lot of threats, implied and otherwise. So all of these things sort of combine to become the birth of Dragon Age 2. La direction propose donc à l'équipe de développement de se challenger en faisant de Exodus le deuxième Dragon Age, et que ça pourrait leur ouvrir à l'avenir des opportunités. Putain, quelle industrie de merde quand même, hein. Entre 16 et 14 mois, dont seulement 9 mois de production. C'est le temps de développement soumis aux équipes pour réaliser la suite d'un jeu qui a mis 7 ans à être développé. Ce pari irraisonnable de la direction de BioWare a le coût que vous imaginez, la santé des employés. Nuits blanches répétées, hyper focus sur le travail leur faisant perdre toute objectivité et culture d'entreprise consistant à toujours plus remplir le jeu de contenu. Dragon Age Exodus devient alors tristement Dragon Age 2, souhaitant capitaliser au maximum sur le succès du premier jeu. When we went into the vision meeting for Dragon Age 2, which as far as I can remember is the only gate we actually did for this project. When we did that meeting, we presented it as Dragon Age Exodus, and the executive at the time basically said, you gotta call it Dragon Age 2. If you call it Dragon Age 2, it's gonna sell better, it's going to be received better, it's gonna fix everything, it'll probably cure cancer, it's a miracle, call it Dragon Age 2. And, you know, going back to whose feedback do you have to listen to? Very senior person told you it's going to be called Dragon Age 2. It's called Dragon Age 2. They were wrong, but sometimes, you know, the executive sets things and that's what you're stuck with. À la tête du projet, c'est Mark Dara que vous venez d'entendre, hein, car il est bien bavard sur sa chaîne YouTube, mais c'est pratique pour cette partie de la vidéo. C'est une des deux têtes de Origins qui écope, cette fois-ci en solitaire, de cette tâche difficile, aux côtés d'un Mike Laidlaw bien plus taiseux sur le jeu par contre, qui remplit le poste de lead designer, et Matthew Goldman qui s'installe comme directeur artistique. Techniquement, on compresse le temps de développement en trouvant des caches-misères comme on peut, réutilisation d'assets, de donjons entiers, durée de vie bien plus courte, contrôle de l'échelle du jeu pour ne pas que ça déborde d'ambition comme avec Origins, et de manière générale, l'abandon par l'équipe de l'espoir de faire mieux que le jeu précédent. C'est simple, aucun retard n'est possible, l'équipe ne se pose même pas la question. Et côté moteur de jeu, c'est la déception générale. Pour des raisons évidentes de temps, impossible de se familiariser ou de faire un nouveau moteur. C'est le tout boiteux Eclipse Engine qui est réemployé. On le retravaille pas mal, notamment ses effets de lumière, la gestion des environnements et le soin apporté au modèle de personnage. Le moteur devient donc le Lithium Engine, dépourvu d'éditeur de map, et qui ne servira à l'avenir que pour Dragon Age 2. Pareil pour l'équipe artistique, pas de digression possible et la direction va au plus simple, celle des films de samouraï de Akira Kurosawa et des peintures de la Renaissance flamande. Les artistes élaborent d'ailleurs directement des plans de cinématiques plutôt que des concept art à proprement parler, histoire de faciliter la vie des animateurs qui pourront s'en servir immédiatement comme modèle pour en faire des compos efficaces et bien fichus. Le maître mot est de rendre la formule accessible, et de toute façon, faire un RPG profond, blindé de mécaniques riches et travaillé, c'est littéralement impossible. Donc on dégage des tas de systèmes et on se concentre sur le feeling des combats, les animations et la nervosité du jeu, parce que si le jeu risque de décevoir les PCistes acharnés, un gameplay plus orienté action saura sans doute mieux convaincre le public console, qui a bien aimé la frénésie du gameplay de Mass Effect. Dans cette logique de recentrer les ambitions, David Gaider, qui remplit le poste d'auteur avec son équipe, concocte une histoire aux enjeux bien plus personnels.
facile. L'écriture se fait à plein régime pour agrémenter le jeu d'un maximum de contenu, mais tout ce qui est rédigé part en développement dans un stade de premier jet, avec tous les défauts que ça implique. Refaire un brouillon? Pas le temps. Se réunir pour s'assurer genre de la cohérence? Et puis quoi encore? Retravailler de réelles erreurs d'écriture? C'est déjà codé, donc on passe à la suite. En toute logique, on évite de multiplier les lieux visitables et on se focus sur les personnages. Ça coûte moins cher que de faire des grosses maps. Et croyez pas, même la quête principale subit ce traitement. Les auteurs vont devoir assumer leur premier jet et prendre le moins de risques possible. Le jeu GameCube Eternal Darkness est donc une référence pour l'équipe, rester dans une simple ville et à chaque acte du jeu faire des sauts dans le temps pour faire évoluer le monde. Et avec un seul personnage imposé, Hawk, qui, à la manière de Shepard, va bénéficier d'un doublage intégral de ses répliques au prix de moins d'embranchements dans les dialogues. Pour rester du côté audio, Ainonzu revient faire en en temps express cette fois-ci une nouvelle bande originale. Il a la chance d'avoir la carte blanche absolue laissée par le studio et le bonhomme en profite pour gratifier l'opus d'une orchestration plus originale, avec des instruments marrants et des mélodies bien différentes. Fini Ferelden, il faut construire autre chose pour ce nouveau décor. Et tant qu'à faire, on fait venir un gros paquet d'acteurs dans la VO. Le mec qui fait Steve Rogers là, Cohen Cooper dans Doctor Who, le mec dans Teen Wolf là. On fait avec ce qu'on a. Et bien après ce très intense enfer de développement laissant les employés de BioWare au bout du rouleau après ces 14 mois brutaux, Dragon Age 2 sort ainsi le 8 mars 2011. Dragon Age 2 nous plonge dans une pièce bien sombre où un nain au torse soyeux, du nom de Varric, a été capturé par Cassandra, une chercheuse, et il lui demande gentiment Vous savez très bien pourquoi je suis ici. Enfin, avec ces mots quoi, de lui raconter ce qui s'est passé lorsque notre cher nain accompagnait le champion de Kirkwall. Vous le comprenez, toute l'histoire sera selon son point de vue, et ce champion, c'est nous. Nous, on est encore dans le royaume de Ferelden, où on fuit avec notre frère Carver, notre sœur Bethany et notre mère, l'engeance en plein pendant l'enclin du premier jeu. On est trop fort, on déboîte de l'engeance par paquet de 12 avec un visage que j'ai pas choisi, et on va tabasser un dragon. Ah oui, il y a des dragons dans Dragon Age. Bon, Varric reprend l'histoire depuis le début, c'était trop beau, l'état de pouvoir direct, et on s'en va modéliser son personnage dont le nom de famille imposé est celui de Hawk, seulement humain. Moi qui voulais faire un ogre armuré, c'est râpé. Après avoir importé sa sauvegarde de Origins avec tous nos choix, place donc à Marcia Hawk, guerrière humaine avec un visage où j'ai fait ce que je pouvais avec les maigres curseurs que j'avais. Donc maintenant c'est la vraie timeline, et l'intro se poursuit, où puisque j'incarne un guerrier, mon frère Carver Hawk est tué, me laissant moi et ma frangine fuir Ferelden en direction de la cité des marches libres Kirkwall comme réfugiés. Dans l'affaire, on est aidé par l'intransigeante guerrière Aveline ainsi que... Flemette ? Faut croire, on s'est fait un petit relogging. On arrive à Kirkwall où on va devoir se faire une place au sein de cette cité accueillant des tas de réfugiés. Bien se faire voir du vicomte de la ville et grimper socialement. Un an plus tard, c'est le début de l'acte 1 où on va devoir se familiariser avec la cité et ses différentes tensions. Les Templiers qui traquent les mages divisés entre ceux bien rangés dans le cercle et une poignée de révolutionnaires radicalisés par la magie du sang qui est formellement interdite, le tout sur fond de barbares Kunari pas tendres occupant un quartier de la ville et des elfes traditionnalistes à amasser aux alentours. Notre objectif, récolter assez d'argent pour explorer les tréfonds et mettre la main sur suffisamment de richesses pour mettre la daronne à l'abri, littéralement. Beaucoup de quêtes, beaucoup de choix, mais surtout beaucoup de personnages viennent nous accompagner et nouer de jolies relations. L'elfe exilé dans sa tribu, la pirate bon vivant, Anders de l'extension Awakening ayant tempéré son caractère je m'en foutiste et qui a fusionné avec un justice plus révolté que jamais, et un ancien esclave, elfe, glabre, torturé, désabusé, colérique et si sombre. C'est une plaie gravée dans ma chair et dans mon âme. Et il va me faire croire, c'est pas une phase. Oh, on a un toutou qu'on peut nommer. Nazette, tu sais que t'es aussi dans Dragon Age 2 ? Oh oui. Bon, cet acte est pas passionnant, puis l'expédition dans les tréfonds, on l'a fait, on découvre des gisements de lyrium rouge, c'est vite la merde, et il advient un sale événement pour son frangin ou sa frangine. Débute alors l'acte 2, 3 ans plus tard, où Hawk a pris du galon, et surtout doit faire face aux tensions croissantes de la cité, notamment avec les Kunari qui sont à la recherche d'une relique qui leur a été volée, et vous avez attendu 3 ans dans la ville à rien faire, et vous vous réveillez que maintenant ? Bon, bref, encore plein de quêtes, de donjons, de caves, d'entrepôts... Attends, j'ai déjà vu ça, Ça aussi
Bon, on va y revenir, mais toujours est-il qu'on a le choix de comment faire désescalader la situation ou régler le problème à la racine lors de l'insurrection des Kunari. Leur chef qui vient d'assassiner le vicomte de la ville me propose un duel épique, face à face, héros contre héros, où coups d'épée s'entrechoquent et putain, mais il est vraiment bourrin. Attends, récupère tes stamina avant qu'il t'attrape. Place au troisième et ultime acte du jeu, 3 ans après, où c'est cette fois la tension entre les mages et leurs ravisseurs, les Templiers, qui escalade exponentiellement. Pas d'échappatoire ici ou de double jeu. Il va falloir choisir son camp entre l'ordre militaire tortionnaire et les radicaux fanatisés au rite un peu chelou. Après avoir soigneusement rempli ses dernières quêtes FedEx, je vais te les ramener tes putains d'ingrédients alchimiques, c'est bon. Le tout éclate finalement en émeute après littéralement un attentat, donc on fonce combattre une belle paire de boss. On décide du destin de quelques compagnons, de sa potentielle romance, et Kirkwall est sauvé de cette folie, permettant à Hawke de partir vers d'autres horizons. En tout cas, ça n'est que la version d'un nain aussi romantique que mythomane, donc prenez tout ça avec des pincettes. Il me tardait beaucoup de faire à nouveau Dragon Age 2. Si on s'accorde souvent à dire que Origins est le meilleur opus de la licence et que Inquisition a lui aussi charmé beaucoup de fans et parlé à un public plus large, il s'avère que ce deuxième opus fait office de canard boiteux et est souvent passé sous silence quand on aborde la saga. Pourtant c'est loin d'être un petit jeu, bien que le plus court des 4. Il a bien fallu 30 heures pour en voir le bout, non sans mal, et compléter la grande majorité des quêtes proposées. On va donc essayer de comprendre pourquoi cet opus se traîne cette si mauvaise réputation en tenant compte de son temps de développement rikiki et surtout mettre le doigt sur ses réelles qualités, évidentes mais malgré tout souvent passées sous silence. Dragon Age 2 n'est pas si différent de Origins sur des tas d'aspects, et en particulier la générosité de son écriture tout en ambivalence. Toujours pas de système moral binaire et pas mal de quêtes ayant des répercussions, d'autant plus avec la qualité principale et sous-estimée de cet opus, son découpage en 3 actes. Le thème sous-jacent de toute la trame de Dragon Age 2 se cristallise ici, le temps qui passe et les individus qui changent au fil des événements, dont les conséquences peuvent les raisonner comme les radicaliser. Dragon Age 2 se déroule sur pas moins de 10 années, ce qui laisse le temps aux tensions de s'exacerber logiquement et aux personnages d'évoluer de manière crédible. Fini les amitiés coup de foudre ou autres décisions hâtives, on croit vraiment à cet univers qui est loin d'être figé et dont la complexité, tout en nuances, paraît ici presque palpable. Surtout que la trame principale ne manque pas de thèmes qui savent me parler. Le nomadisme des Kunari comme celui des elfes dalassiens, face à la sédentarité rigide et conservatrice de la chanterie et de la noblesse de Kirkwall. Les différentes facettes de la ville entre sa vie nocturne et diurne, ça compte triple celle-là, en faisant des mêmes rues un terrain de jeu légèrement différent, chaleureux comme hostile, faisant croire à un vrai quotidien du personnage, attendant la nuit pour compléter ses quêtes. Là on a souvent l'impression dans les autres jeux de torcher des actes de scénario en 10 minutes. Et c'est sans parler des questions de radicalité et de la réponse autoritaire inefficace qui y sont apportées entre les mages et les Templiers. Un vrai pivot du scénario qui prend tout son sens dans l'acte final. Des frictions culturelles aussi dans un cadre urbain plus resserré, un vrai tissu social qui se déchire au fil du temps et face auquel il va falloir se confronter pour apprendre de leurs coutumes et leur... L'Arichak sait ce qu'il advient des Sarabas qui perdent leur Arva Arad. Les membres de ce Karatam ont été tués par les Talvashov. Attends, tu peux répéter plus lentement? C'est évidemment sans parler de la mise en scène, avec ces mouvements de caméra qui se déchaînent ici, si bien que moi je sais même plus où donner de la tête dans le montage de cette vidéo pour inclure tous les plans iconiques que le jeu comporte. C'est quelque chose que j'entends très peu à propos de Dragon Age 2. La trame principale fourmille de moments passionnants, de coups d'éclat scénaristiques, de choix forts que j'ai pas souvent retrouvés dans la plupart des autres RPG. Et puis, avoir toute l'histoire du point de vue de Varric qui ouvre et ferme ce récit, c'est très sympa et ça justifie une bonne rejouabilité. Il raconte ce qu'il veut, le nain charmeur. Tout n'est que son interprétation et d'apprendre avec des précautions. Surtout quand il a la madame avec sa grosse épée devant lui là. Ça crédibilise énormément une histoire si riche de dialogues et de choix cornéliens avec lesquels le joueur va devoir dealer. On est dans Dragon Age, donc des choix, on va pas en manquer. C'est loin d'être de tiède, je vais faire ça, ou je vais faire ça de manière sarcastique ici. Ça, vous inquiétez pas, on en parlera plus tard. BioWare conserve sa principale force, une personnalisation vertigineuse de sa propre aventure. La structure en 3 actes prend ici tout son sens, avec ce sentiment d'avoir 3 petits jeux en un, prenant pleinement en compte les causes et les conséquences voulues par le joueur dans les actes précédents. Rien que le sort réservé à son frangin ou sa frangine. Dans les tréfonds, on va forcément devoir s'en séparer pour marquer un pivot chez Hawke, notre personnage. Si on le ou la laisse à Kirkwall, c'est le cercle des mages radicalisés qui emprisonne Bethany, comme notre frère Carver qui rejoint les Templiers définitivement. Et si il ou elle vient avec nous faire de la spéléologie, c'est la corruption qui le ou la touche, se concluant sur sa mort.
Sauf si Anders se trouve à vos côtés et qui suggère l'idée de livrer votre cadet au garde des ombres. Alors si cette arborescence c'est pas l'essence même du RPG, moi je sais même pas ce qu'il vous faut. Et puis niveau narration, on passe un gros pas et pas des moindres, le doublage intégral du héros principal, ce qui n'était pas le cas dans Origins. Alors c'est du calqué sur Mass Effect avec ses qualités niveau immersion et feeling cinématique, mais aussi ses défauts, sensiblement moins de choix, avec souvent 3 possibilités. C'est maigre, il y a des répliques pas toujours bien résumées, genre là, Je pensais que vous auriez fui depuis longtemps. c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. L'avare là, oh. Heureusement, les petits symboles permettent d'indiquer le ton de la phrase entre diplomatique, bienveillant, sarcastique, bourrin et pragmatique. En gros, c'est un petit coup de pouce un peu caricatural, mais je trouve ça un peu dommage qu'on perde cette qualité littéraire qu'ont les RPG plus à l'ancienne. Parce que les dialogues sont plus vraiment à choisir au cas par cas, avec ces types de réponses. Et on se retrouve souvent avec un bête choix gentil, sarcastique, méchant sur les 3/4 des dialogues. C'est pauvre et pas inspiré. Surtout que l'AVF, beaucoup moins solide que dans Origins, genre Mais c'est que c'est du vrai argent. t'as 12 ans toi, t'es sûr? Eh mais c'est le mec qui en fait trop là dans Mass Effect 2, j'en connais. J'ai regardé dehors et il y avait des nuées d'insectes. C'est sans parler des traditionnels dialogues entre compagnons qui coupent en plein milieu. Bon, ça reste du détail, surtout que dans l'ensemble, j'ai vraiment été dedans. J'avoue, j'avais pas trop la motivation de refaire le jeu, donc j'ai décidé d'incarner un personnage vraiment une sombre merde humaine, quoi, genre pour changer. Donc Marcia Hawk, dites-vous que c'est la pire raclure que Teda s'est connue, qui est les mages de tout son être et qui balance tout le monde chez les flics. Et le jeu offre quand même des tas de moments pour se comporter comme ça. Puis, comme d'hab, j'ai pas tenu, et je suis redevenu un bon samaritain à l'acte 3. On va dire c'est mon caractère développement, il était gentil le mec là, il allait être triste sinon. Car les personnages restent un vrai pilier de ce second épisode de Dragon Age. Il y a à dire, en vrai, dans l'ensemble, le casting se défend bien. Le perso principal n'est pas une coquille vide avec son frangin ou sa frangine et sa mère à protéger, et sa backstory est plutôt développée. On a vraiment accès à lui ou à elle, comme aussi à la plupart des saltimbanques qui vont vous accompagner. Varric, le nain opportuniste et dandy, amoureux de son arbalète. Il a un vrai cachet, comme Aveline, cette grande romantique maladroite derrière son harnois d'indifférence. Puis, retrouver Anders de l'extension Awakening, c'est le kiff. Tiraillé entre son idéal de libération des mages et la malédiction issue de sa fusion avec Justice, devenue une colère instinctive qui agit à sa place. Saupoudrer ça de la mort de son amant pour un drama assuré, il est vraiment réussi ici. Et puis, il y a les autres. Isabella, je sais qu'elle a son fan club, mais la pirate sex symbole constamment sarcastique, ça me fatigue assez vite. Heureusement qu'elle a une ambivalence dans l'acte 2 qui lui donne un peu de relief, mais il va falloir parler des autres. Alors, le plus évident, c'est ce Dark Astarion de Wish qu'est Fenris, un ancien esclave elfe d'un méchant mage, aristocrate et qui a tellement bresson avec son design sorti des pires blogs gothiques des années 2000. C'est vraiment un mauvais perso de roman de fantasy young adulte, genre Chronique de la Tour avec littéralement un elfe qui s'appelle Fenris, genre c'est un sketch. Après, si on concède au cliché, c'est aussi le plaisir du RPG, on peut s'y retrouver, si on jure que par les fanfics, c'est pas moi qui vais vous jeter la pierre. Et puis si Fenris en est pris plein la tronche sur internet, vous allez pas me faire croire que la magiciennette elfe Meryl est beaucoup mieux, parce que niveau fantasme de fanfic mal foutu, elle se pose là quoi. Genre l'innocent ingénu qui découvre comme un bébé l'horreur du monde des humains, j'ai dû voir ça 24 000 fois et c'est toujours aussi tarte à la crème. Moi je vais pas me faire des copains. Mais bon, en vrai, à part ces quelques fautes de goût qui manquent de relief, la plupart du temps on reste avec une écriture très correcte et des personnages dans la veine de Dragon Age. Une couche archétypale, contrebalancée par un petit twist qui en font toute leur force. C'est ce qui fait briller ce Dragon Age 2, qui recentre l'histoire à échelle humaine, ce qu'arrivait plus difficilement à faire Origins avec ses enjeux épiques. Rien que l'idée de dispatcher ses compagnons dans leur chez-soi aux 4 coins de Kirkwall, nous poussant à passer leurs portes pour prendre des nouvelles. C'est plus fin que le gros campement où on fait des séquences d'interrogatoire à la suite dans le jeu précédent. Je continue à penser que Origins a dans l'ensemble de meilleurs personnages, mais la trame et les thèmes abordés dans cette suite contrebalancent largement leur écriture plus convenue. Et vous imaginez que tout ça rend plus kiffant le petit plaisir qu'on a en jouant à cette licence, les petites amourettes qu'on va pouvoir y développer. On peut pas dire qu'on est lésiné sur les possibilités. BioWare a bien compris que la fanbase n'attendait que de vivre de petites histoires qui font des papillons dans le ventre, et on a ici les bouchées triples. 4 vraies romances avec ses compagnons, dont il faut ajouter 2 possibilités de flirt et 3 coups d'un soir, et ce sans compter les DLC. C'est les feux de l'amour en Tedas avec toujours une écriture généralement chouette, et notamment de toutes nouvelles mécaniques bienvenues. La palme va, selon moi, à cette feature absente de tout autre RPG et qu'on reverra malheureusement plus jamais, les rivalences. Si ça paraît logique que notre personnage se mette à flirter
liberté avec des compagnons qui approuvent à 100% notre vision du monde, Dragon Age 2 nous permet de nous livrer à de délicieux « je te hais mais je sais pas pourquoi tu m'attires irrésistiblement ». Si votre amitié avec un personnage est à son plus faible niveau et que vous vous opposez à toutes ses valeurs morales, vous vous engagez dans une romance avec votre rival, dans une relation bien épicée. En même temps, une relation c'est d'abord des sentiments forts, que ce soit évidemment dans une même vision du monde, mais aussi et surtout dans la différence. Dragon Age 2 incorpore ça pour notre plus grand plaisir du drama. Souvenez-vous de ma raclure anti-mage que j'ai décidé d'incarner. Bah autant vous dire que le révolutionnaire pro-mage Anders n'était pas souvent d'accord avec ça. Et bah en plus d'une évolution giga chouette de la romance avec lui, au vu des événements ayant lieu dans Kirkwall, l'affaire en rivalité est d'autant plus un délice. Je ne sais si je dois vous embrasser ou vous tuer. Vous représentez tout ce que je déteste. Mais je ne peux m'empêcher de penser à vous. Car depuis 3 ans, vous hantez mes nuits. Et au matin, votre absence m'est une souffrance. Oh là là! Ajoutez les ellipses temporelles entre chaque acte, les relations se solidifient naturellement ou se fragilisent à mesure du temps qui passe. Comme dans la vie quoi, c'est cool. Petite nouveauté aussi, tout le monde est visiblement devenu bi en quelques années sur TEDAS. Alors, point de vue du joueur, c'est buffé à volonté, du coup, pourquoi pas, mais ça fait perdre un peu de caractère au personnage, avec un choix très centré sur le joueur plus que la personnalité de chaque compagnon. Et puis, globalement, les romances restent un peu moins mémorables que les belles histoires de Origins. Toujours est-il que ça reste très réussi et que tout le monde peut s'y retrouver, et c'est loin d'être le vrai défaut majeur du jeu. On y vient. Déjà, la direction artistique, bien que profitant de graphismes plus léchés que son grand frère, n'arrive toujours pas à trouver une vraie singularité. Emprisonné dans son Eric Fantasy assez générique, les quelques ajouts ne suffisent pas à détacher TEDAS de cette tiède proposition. Les visages rigides aident pas à s'immerger et la variété d'ennemis est toujours autant à pleurer que dans Origins. Vous allez souper du bandit et des démons jusqu'à l'overdose qui ne brillent ni par l'originalité ni par leur design répétitif à l'ennui quoi. C'est pas sa bande originale de bonne facture mais moins mémorable qui va sauver le tout, malgré une instrumentation assez singulière qui peine à être digne de l'orchestration inoubliable de son grand frère. Les décors, c'est pas la joie non plus, en se centrant sur une seule ville unique pendant 3 actes, on en a fait vite le tour. Mais autant ça, bon, c'est la promesse du jeu, une ville et 3 périodes. J'ai du mal à lui reprocher, surtout au vu du développement. Mais bon, Kirkwall, c'est bien moche quoi. Pas hyper inspiré, assez morte, fragmentée en plein de zones un peu mid, et ça fait un peu pâle figure face à la citadelle de Mass Effect. Et encore, cette répétitivité, si c'était qu'une question de direction artistique, ça irait, parce que c'est là où Dragon Age 2 révèle sa plus grande faiblesse. Allez, on va appuyer là où ça fait mal, parce que même si, dans un RPG et la manière dont je les aborde dans XP, la qualité de l'expérience rôliste est primordiale, l'aspect ludique est, pour la vraie première fois pour BioWare, vraiment médiocre. C'est pas compliqué, il suffit juste de rentrer dans n'importe quel donjon. Vraiment, je m'en remets pas. Des couloirs partout, et les mêmes, littéralement. Déjà que la vaste majorité des quêtes du jeu, bien que souvent enrobées, un donjon intéressant tenant en haleine, sont de l'ordre de l'aller-retour et du nettoyage de zone, avoir 15, 20, 30 fois le même foutu couloir moche à faire, ça donne juste envie de désinstaller le jeu. Et si c'était que ça, parce que... Pourquoi je peux pas passer cette porte? Il y a une salle derrière, je la vois sur la minimap. Ouais, Dragon Age 2 se tape non seulement des niveaux sur des rails, et en plus les devs se sont permis de couloiriser des couloirs. Selon le niveau, on va avoir de grosses portes bien évidentes, complètement bloquées. Autant vous dire que c'est frustrant, et que les quêtes buggées jusqu'à la moelle, encore aujourd'hui, sont légion. C'est étroit, en plus c'est pas très beau. Ajoutez les compagnons qui bloquent les minuscules entrées des différentes zones, et si vous appréciez la dimension exploration d'un monde dans un RPG, eh bah c'est réglé. Je me demande s'il y a un truc caché derrière ce buisson. Ah bah au moins c'est dur de le louper. Si j'ai rien contre un bon couloir riche avec plein de choses à faire et de visuels à apprécier, là on est sur des instances séparées de tas de temps de chargement et de régions interminables où, si on n'a pas un podcast à mettre sur l'écran 2, on finit par s'ennuyer mortellement. Tout ce qu'on a à se mettre sous la dent, c'est du loot nul à ramasser et... cette horreur qu'est le système de combat. Je sais même pas par où commencer. Déjà, si vous êtes là pour la richesse déjà bien amputée des combats tactiques de Dragon Age Origins ou des précédents jeux de BioWare, vous allez être bien triste. C'est pas parce qu'à l'écran mon perso fait des tas de galipettes que j'ai le moindre skill. Même en difficulté élevée, on interagit vraiment peu avec le lieu, les ennemis et les compagnons pour faire des combos. Et aussi la vue tactique a définitivement dégagé. Sympa. Ça dégueule de partout, les ennemis pop dans tous les sens. Pour la cohérence et le sentiment de zone vivante et organique, on repassera. Et comptez 5 ou 6 rencontres par
zone de combat, avec des tas de vagues d'ennemis qui spawnent de nulle part, chiant à mourir. C'est bien que quand les ennemis vous repèrent, ils vous repèrent de loin, hein, genre vous êtes à 3 rues de moi, vous, c'est un délire. Une rencontre devient juste un moyen temporisé avant la fin de la quête, plus qu'un vrai challenge. Sac à PV dans tous les sens, pattern d'ennemis plus chiant qu'une musique générée par IA, et possibilités qui se résument à taper ou envoyer un ulti pas très satisfaisant. La faute à un système de combat qui n'a plus grand chose, d'un RPG. Là où les adversaires d'origine avaient les mêmes statistiques que le personnage, ce qu'on appelle un système symétrique, comme dans la plupart des jeux de rôle papier en fait, là on dégomme des adversaires qui ont des stats spécifiques. C'est donc asymétrique. Moi je m'y retrouve pas. Sans doute ma fibre rôliste, et même si c'est logique dans un jeu développé si vite, vu qu'un système symétrique c'est dur à équilibrer, on ressent ça comme un aveu d'échec. Puis j'y reviens, hein, mais ces vagues d'ennemis qu'on peut pas anticiper à chaque rencontre, on sait jamais d'où elles viennent, donc c'est impossible d'élaborer une moindre stratégie. C'est l'enfer. Et puis d'un coup, il y a un boss horrible à passer, et ce, en grande partie à cause du système de progression qui est extrêmement pauvre. Si déjà dans Origins on pouvait se dire que c'était pas la joie, ici c'est la tristesse incarnée, avec ces arbres de talent qui se débloquent lentement et où les 3/4 des capacités sont presque inefficaces. Donc on va pas tant lire les effets pour choisir le meilleur, mais procéder par élimination pour les quelques passages de niveau. Ajoutez que à chaque acte, les zones se re-remplissent d'ennemis, et il va falloir faire le ménage une deuxième puis une troisième fois dans chaque zone. Enfin c'est vraiment une corvée. Hein. Et si avec ça, les potions qui rythmaient bien les combats difficiles du jeu précédent, nous permettant de les consommer stratégiquement, là c'est le cauchemar du cooldown interminable avant de pouvoir en reprendre une. Et de manière générale, on s'emmerde, hein, c'est mal équilibré et on passe juste des moments inintéressants. Là où on était en droit d'attendre un vrai sentiment d'évolution avec les ellipses dans le scénario du jeu. On sent que BioWare veut rendre son jeu plus accessible sur console, mais outre le fait qu'on attend dans Dragon Age de la richesse, justement, tout ça rend juste le jeu terriblement superficiel. Dragon Age 2 est un vrai rendez-vous manqué. Si les enjeux moins épiques de sa trame permettent de vivre une aventure à échelle humaine, je suis pas plus attaché aux sentiments épiques qu'aux épopées politiques tout en nuances que le jeu propose. C'est tout l'enrobage et sa mise en œuvre qui font souffrir cet épisode d'un réel manque d'épaisseur. En résulte des quêtes de qualité, mais se résumant à des allers-retours constants et pas engageants. Des personnages marquants, mais manquant de relief, et par-dessus tout, des caches-misères si mal dissimulées. Je reste convaincu que la réputation de Dragon Age 2 met sous le tapis de vraies qualités. Son échelle terre à terre, son cadre politique complexe et ses mécaniques narratives excellentes conçues avec intelligence. Mais en tant que jeu vidéo, Dragon Age 2 demeure une promesse amputée, largement bâclée et qui est vouée à mal vieillir tant sa bancalité saute aux yeux et l'ombre de son grand frère est pesante. Mieux écrit, mieux concrétisé, plus riche, plus long et avec de vraies qualités ludiques. Je reste convaincu, comme le producteur du jeu, que s'il s'était appelé Exodus et pas Dragon Age 2, on lui aurait plus facilement pardonné. Tout ça en fait un jeu pas fait pour tout le monde, réservé aux amateurs et amatrices d'épopées personnelles et de roleplay accessibles et cinématiques, car, mine de rien, l'essence d'un bon RPG demeure quelque part dans Dragon Age 2, pour peu qu'on le cherche au bon endroit. La réception de Dragon Age 2 est bien tiède. Si les ventes suivent plutôt bien, quand même le million dépassé en à peine 2 semaines et que les notes de la presse sont loin d'être catastrophiques, c'est du côté des joueurs que l'accueil est très glacial. C'est simple, on s'attendait à tout sauf à ça. C'est un jeu linéaire, court, sans choix de race, sans intro différente et avec des caches-misères omniprésents. Le sentiment de trahison prime sur toute autre critique, comme s'y attendaient les développeurs à sa sortie. Ajoutez qu'un employé de chez BioWare s'est fait gauler en train de mettre un 10 sur 10 au jeu sur Metacritic. C'est sûr, ça la fout mal. Bon, et ajoutez, comme à chaque sortie de jeu BioWare depuis KOTOR, une polémique sur internet relative au contenu LGBT du jeu. C'est presque une tradition, faut croire. Si BioWare accuse le coup, il est hors de question pour le studio de laisser tomber la licence, et de toute manière, EA est satisfait. C'est un succès commercial, Un jeu développé rapidement, efficacement, sans retard, qui a trouvé son public, même si ça a pas fait les mêmes performances qu'Origins. Le reste, c'est du détail. Donc on met en route bien vite toujours plus de cross-média, avec des comics et un nouveau roman concluant les événements du jeu, et vous le voyez venir, des DLC par milliers. D'abord, le Prince Exilé, 7€. Un peu comme le Prisonnier de Pierre pour Origins, ce DLC apporte un nouveau personnage, Sébastien. C'est un archétype qui manque effectivement un peu au groupe, un vrai templier acquis aux idéaux de la chanterie, et qui vient avec une petite quête et surtout un tas de réactions, notamment aux événements finaux. Allez, on va dire que c'est honnête, en plus on peut le romancer, et c'est vraiment le gendre idéal. Bon, aucun mois, il a juste dit d'aller se faire foutre. On continue avec le Palais des Perles Noires pour 0€. Bon, en vrai c'est plus un gros patch qui ajoute un nouveau lieu dans Kirkwall où ce cher Xénon, regardez comme il est beau, nous vend des armes de haut niveau. Aussi, ça permet de refaire la tronche de son perso et de quoi faire du craft un peu sympa. Allez,
on prend. Mais bon, jusqu'ici c'est de l'apéritif, parce que BioWare concocte un vrai petit DLC pour le mois de juin 2011, nommé l'Héritage, pour 10€. Le but affiché est de préparer le terrain pour Dragon Age 3 et pousser le lore au-delà des murs gris de Kirkwall. On met donc un peu de fanservice, des items pétés et on rassure un peu tout le monde sur les forums de BioWare. L'Héritage, c'est un moyen sympa pour le jeu d'approfondir le personnage de Hawke et de sa famille en revenant sur les traces du paternel à travers une aventure d'une longueur honnête et... Oh, de jolis effets de lumière. La vraie qualité, c'est le level design, qui est ici enfin un peu plus riche que de maigres couloirs, avec des pièges qu'on peut retourner contre les adversaires et tout. C'est une petite suite de jolis donjons avec un scénario sympa d'exploration de tombeaux, avec des voix ancestrales qui me font bien marrer. Tu seras condamné à demeurer ici pour l'éternité. Ce tombeau sera votre tombeau. Ah, c'est bien trouvé ça. C'est une aventure pulp, hein, comme j'aime, on est tenu en haleine avec le craft d'une arme légendaire qu'on fait petit à petit, et la fin offre différents choix moraux variés et nuancés, couronné par un boss final en 4 phases plutôt bien conçu. Une bonne surprise qui donne à voir ce à quoi aurait pu ressembler un Dragon Age 2 où les designers auraient eu le temps de peaufiner les donjons. C'est pas indispensable, mais c'est fun à faire. Quand soudain... Une capsule temporelle. Si BioWare avait fait appel pour Dragon Age Origins à la société de Machinima à faire un... Machinima, je suis youtubeur, cette fois-ci, et pour toujours plus accentuer le contenu communautaire, c'est un tout autre format que le studio veut faire produire. Et vu que l'excellente web-série de Guild de Felicia Day cartonne partout sur l'internet anglophone, c'est un peu leur noob à eux, hein, si vous voulez, on la connaît pas tellement par chez nous, et vu qu'on a un nouveau DLC à vendre qui se nomme la marque de l'assassin, autant faire d'une pierre deux coups. C'est ainsi que Machinima reçoit la tâche de produire une web-série d'une petite heure découpée en 6 épisodes de 10 minutes, réalisée par cette chère codex, à savoir Dragon Age Redemption. Felicia Day incarne l'héroïne principale, Talice, pour qui on moule une armure et on lui met des oreilles pointues en plastique. Ah oui, c'est les moyens du bord. Hein. Alors c'est cheesy comme toute bonne web-série de fantasy des années 2010, et genre les Kunari ont une tête qui me font hurler de rire. C'est le festival de la prothèse en caoutchouc et du After Effects. Regardez ça, genre délicieux. Les gerbes de son en 3D, moi je m'en remets pas. Ça se prend un peu trop au sérieux par rapport à The Guild, justement. En plus qu'il y a vraiment genre trop de personnages, mais mine de rien, ça manque pas de sensorialité. Par contre, bon, vous avez entendu parler genre de l'étalonnage ? Enfin, voilà, entre 2 concours de cosplay organisés par BioWare, et le DLC est développé avec la voix de Felicia Day sur le personnage principal, hein, forcément, pour un prix de 10€. Eh bien, la marque de l'assassin, ça sort en octobre 2011. La marque de l'assassin nous transporte en Orlaïs, dans un scénario de casse où on va devoir dérober un artefact à un seigneur barricadé dans son château. Et pour y arriver, les étapes ne manquent pas. Discuter avec la cour, cajoler les invités, récolter des trucs et participer à une chasse à la wyverne. Cette wyverne était à moi! À la viverne, pardon. Chasser la wyverne sur son propre territoire. À la wyverne, décidez-vous. S'ensuit un donjon assez classique et une fin un peu rushée, avec un boss à dos de wyverne absolument épique. Et pourquoi il bouge pas? Bon voilà. Le tout est enrobé de la présence de la très frivole, elfe Talice, le perso de Felicia Day, un cliché sur pattes avec un flirt possible, un peu ridicule, et vraiment beauf. Globalement, même si ce setting coloré et ce scénario moins bourrin avaient de quoi me parler, niveau écriture, ça suit pas vraiment. Notamment la présence des Kunari qui pop de nulle part si t'as pas vu la web-série. C'est pas folichon. Un DLC très optionnel qui décolle pas tant que ça, et c'est un peu dommage. La marque de l'assassin, comme tout DLC fanservice de BioWare, parle bien à la communauté de fans, mais l'accueil se fait malgré tout en demi-teinte. L'équipe penche alors en parallèle sur un 3e DLC ambitieux, une extension faisant le lien avec Dragon Age 3, racontant la prise de Kirkwall par les Templiers Rouges et se concluant ni plus ni moins que sur la mort de Varric. On le baptise Exalted March. Le but, mettre un point final à l'arc de Dragon Age 2 et mettre en place tout ce qu'il faut pour la suite. Cependant, même si l'extension est complètement rédigée par les auteurs et que les concept art sont réalisés par paquet, elle est finalement abandonnée, car heureusement pour Varric, l'équipe vient de recevoir la consigne d'Electronic Arts d'employer un tout nouveau moteur de jeu pour Dragon Age 3, alors en pleine pré-production. Mais ça, vous inquiétez pas, on va en parler dans pas longtemps. Car Dragon Age 3 a une lourde tâche, celle de synthétiser la promesse de la saga Dragon Age avec la direction que l'éditeur Electronic Arts souhaite donner à la licence, celle d'un second couteau de Mass Effect attirant toujours plus un public large. Un temps de développement plus long, de 4 années non sans embûches, fera accoucher BioWare de ce que beaucoup considèrent comme le dernier grand jeu du studio avant sa traversée du désert, quand d'autres le désignent comme le début de cette période tumultueuse. Un projet qui n'aurait jamais pu satisfaire tout le monde, ayant cristallisé les dysfonctionnements du studio et qui porte le nom de Inquisition.
Dragon Age 2 est disponible sur un paquet de supports dans une version Ultimate à la manière de Origins. Vous le retrouverez sur Steam et dans la boutique de EA dans des versions honnêtes comprenant tous les DLC avec la VF qui va bien et sur tous les supports cette fois-ci. Pas pour GOG par contre, mais bon, le modding est forcément moins développé sur cet opus vu qu'il est beaucoup moins riche et du coup apprécié. L'utilisateur Scree64 sur JVC a fait une liste de modes cosmétiques et pratiques plutôt pertinents, allez jeter un œil. Concernant les jeux Flash, ma petite découverte de cette vidéo que, mine de rien je vous recommande, Journeys est hyper facile à essayer via Ruffle sur Newground. Pareil pour la version remixed trop stylée là de Legends, mais concernant Legends lui-même, sa version solo standalone est un peu plus relou à installer pour un jeu vraiment nul. Si jamais, je vous laisse les liens et un tuto rapide dans la description. Je vous remercie d'être arrivé à la fin de cette seconde partie de cette rétrospective consacrée à la saga Dragon Age. Malgré la qualité du jeu traité, j'espère être arrivé à faire la part des choses et vous avoir donné des pistes pour comprendre à la fois sa réputation actuelle, ce qu'il a installé, qui se répercute sur la saga aujourd'hui, et malgré tout, ce pourquoi je ne peux m'empêcher de pas mal l'aimer. Par ailleurs, la création de cette rétrospective me demande énormément de temps et d'investissement, entre la documentation et le travail d'écriture et de montage, c'est pourquoi le meilleur moyen de me soutenir est de faire un tour sur ma page Patreon. Dites-vous que même le plus petit soutien me permet de produire indépendamment ce genre de contenu dont la création ne suit qu'une seule règle, faire les vidéos que j'aurais eu envie de voir. Pour me soutenir, vous pouvez également liker, partager la vidéo, vous abonner et activer la cloche. Aussi, n'hésitez pas à glisser en commentaire et raconter votre expérience avec Dragon Age 2 et ses DLC, ainsi que les jeux Flash. Si vous les avez fait, ce serait marrant de voir ce que vous en avez pensé, surtout à l'époque. On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.